d'entre vous le sait, le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel nous sommes confrontés. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un problème n'avait mobilisé autant de moyens, que ce soit sur le plan financier, sur le plan humain et naturellement sur le plan scientifique. Cependant, si la plupart des pays sont aujourd'hui engagés dans la neutralité carbone, nous devons tous avoir conscience du fait que le pic des émissions de carbone n'est toujours pas atteint. D'un côté, nous avons un certain nombre de grands pays ou de continents, comme par exemple l'Europe ou les États-Unis, dont les émissions de carbone continuent de décroître régulièrement chaque année. Mais de l'autre côté, nous avons encore un certain nombre de grands pays ou de continents dont les émissions de carbone augmentent chaque année. Je pense par exemple à la Chine, à l'Inde ou d'une façon plus générale à l'Afrique. En réalité, mesdames et messieurs, nous sommes à un moment charnière qui est absolument passionnant. Je vous propose de voir quelles sont les stratégies et les politiques adoptées par les grands émetteurs de carbone à l'échelle de notre planète, que sont en particulier la Chine, qui représente à elle seule 30% des émissions de carbone, les États-Unis qui en représentent 13%, ou encore l'Europe qui en représente 7%. Commençons tout d'abord par ce que nous connaissons mieux, c'est-à-dire l'Europe. Quelle est la stratégie en matière de transition écologique de l'Europe? Nous avons tous compris que la politique écologique de l'Union européenne est parmi les plus ambitieuses, si ce n'est la plus ambitieuse au monde. En 2019, l'Europe a adopté un plan qui s'appelle le Green Deal, qui trace un chemin très exigeant en matière de décarbonation. En résumé, moins 55% des émissions de carbone d'ici à 2030, neutralité carbone en 2050. Pour accompagner ce plan, en 2020, l'Europe a adopté un autre plan qui s'appelle Next Generation, qui mobilise 750 milliards d'euros, à la fois en faveur de la reprise économique post-Covid et de la décarbonation de notre continent. Je précise cependant qu'au moment où nous parlons, à peine 25% de ces 750 milliards d'euros ont été utilisés. Mais l'Europe a une ambition qui se heurte aujourd'hui à deux principaux écueils. Le premier écueil, que nous risquons de voir dans les urnes dans 10 jours, c'est le fait que le Green Deal suscite des oppositions sociales de plus en plus fortes. À tort ou à raison, la transition écologique est perçue comme une attaque en règle contre les classes moyennes européennes, c'est-à-dire en gros comme contre la plupart des Européens. Attaque en règle tout d'abord contre le mode de vie européen, par exemple la voiture individuelle, la maison individuelle. Attaque en règle ensuite contre le pouvoir d'achat des Européens. Nous savons en effet que la transition écologique va coûter très cher, y compris pour les ménages, par exemple pour acquérir un nouveau véhicule électrique, pour isoler son habitation ou encore pour changer de système de chauffage. Certains économistes ont chiffré ce coût pour les foyers européens à environ 70 000 € par foyer européen d'ici à 2030. Le deuxième écueil que rencontre l'Europe concerne le fait que le Green Deal ne doit pas être un grand plan de désindustrialisation européenne qui profiterait notamment et en grande partie à l'économie chinoise. Par exemple, avec l'achat d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de voitures électriques, de batteries, de terres rares au sens général, c'est-à-dire les métaux qui servent à la fabrication de haute technologie. En résumé, si nos démocraties européennes ne changent pas très rapidement de méthode, nous risquons d'être perdants sur tous les tableaux. Tout d'abord, avec des vagues de contestation qui risquent d'être de plus en plus fortes. Ensuite, avec un populisme qui risque d'être de plus en plus prégnant dans les différents pays européens. Enfin, avec deux grands compétiteurs, que sont la Chine et les États-Unis, qui risquent de supplanter l'Europe à la fois en termes d'innovation et de fabrication de technologies vertes. Voyons maintenant la stratégie écologique adoptée par la Chine. Nous avons tous compris que la Chine s'est fixé l'échéance de 2060 pour atteindre sa neutralité carbone, c'est-à-dire quand même dans un peu plus de 35 ans. Mais la Chine a une politique qui peut apparaître aujourd'hui comme étant ambivalente. D'un côté, la Chine autorise chaque semaine la construction de 2 nouvelles centrales à charbon sur son territoire. Nous savons également
que la pollution dans les rivières et dans les grandes agglomérations chinoises est parmi les plus élevées du monde. Mais de l'autre côté, nous devons reconnaître que la Chine a une vraie stratégie d'industrie verte. Tout d'abord, les investissements dans les énergies renouvelables sont absolument colossaux. D'ici à 2030, la Chine va investir 800 milliards de dollars dans ces énergies renouvelables. Ensuite, nous savons de façon parfaitement transparente et officielle que la priorité de la Chine est de devenir l'atelier écologique du monde. Cette politique a commencé juste après la crise de 2008, vous vous en souvenez certainement, au moment où la Chine a pris le leadership mondial de la fabrication de panneaux photovoltaïques. La Chine recommence exactement la même politique aujourd'hui, en visant une position dominante d'une part dans les voitures électriques et d'autre part dans les chaînes d'approvisionnement des matériaux indispensables à la transition énergétique. Par exemple, le lithium ou le cobalt. Notamment grâce aux gigantesques mines achetées depuis des années, voire des décennies par la Chine, dans des pays comme l'Argentine, la Bolivie, la République démocratique du Congo et tant d'autres. Au final, le résultat de la stratégie d'industrie verte de la Chine est très impressionnant. Au moment où nous parlons, la Chine produit dans le monde 80% des panneaux photovoltaïques, 65% des éoliennes, 60% des véhicules électriques, 60% des batteries. Enfin, quelle est la stratégie adoptée par les États-Unis en matière de transition écologique? Depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a 3 ans et demi, le président Joe Biden a adopté une politique qui vise 3 principaux objectifs. Premièrement, redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. Deuxièmement, retrouver de la puissance industrielle face à la Chine. Et troisièmement, répondre aux objectifs écologiques, en particulier tels que définis dans l'accord de Paris de 2015. Cette politique consiste à concevoir et à fabriquer des produits verts sur le territoire américain en transformant l'appareil de production des États-Unis au lieu d'édicter de nouvelles règles ou de nouvelles normes. Cette politique a un nom. Ce nom, c'est l'IRA, l'Inflation Reduction Act, adopté le 14 août 2022 par le Congrès américain et qui mobilise des subventions absolument colossales, en particulier en faveur des énergies renouvelables ou encore de l'électrification du parc électrique, du parc automobile. Au moment où nous parlons, les États-Unis ont déjà engagé 460 milliards de dollars d'investissement dans leur transition climatique. Le résultat de cette politique est absolument époustouflant. Les États-Unis sont en train de se décarboner et de se réindustrialiser à une vitesse spectaculaire, avec des conséquences que nous sous-estimons, en particulier nous, Européens. Et je ne peux m'empêcher de vous livrer les résultats d'une projection qui a été publiée il y a très exactement 15 jours par les économistes de Natixis concernant l'évolution de la répartition du PIB mondial d'ici à 2050. Je précise, comme l'a fait Patrick Artus au moment de la publication de cette étude, qu'il faut la prendre avec toutes les précautions nécessaires, puisque nous savons qu'une épidémie ou une guerre, qu'elle soit mondiale ou régionale, peut bouleverser ce genre de projection. L'économie de la Chine plafonnerait peu ou prou au niveau où elle se trouve actuellement d'ici à 2050, c'est-à-dire à environ 23% du PIB mondial. L'économie des États-Unis progresserait de façon spectaculaire pour atteindre 35% du PIB mondial. L'économie de l'Europe progresserait dans des proportions tout aussi spectaculaires, mais en sens inverse, pour chuter à 15% du PIB mondial. Il y a dans cette étude 2 surprises, et qui sont en même temps 2 déceptions, qui concernent l'Inde et l'Afrique. Dans les 2 cas, ces continents ou sous-continents ne décolleraient pas et resteraient à un niveau relativement faible, 5% du PIB mondial pour l'Afrique et 6% du PIB mondial pour l'Inde. En conclusion, mesdames et messieurs, la question que nous devons impérativement nous poser aujourd'hui concerne la manière dont l'Europe peut assurer un avenir durable. Nous pensons tout d'abord chez TNP que l'Europe doit apprendre à raisonner comme la Chine et comme les États-Unis, c'est-à-dire faire de la transition écologique une opportunité
à la fois pour renforcer notre modèle, notamment notre modèle social, mais également pour réindustrialiser notre économie. Dans cette bataille, les entreprises ont un rôle absolument déterminant à jouer, comme nous en aurons d'ailleurs l'illustration dans quelques minutes avec les témoignages de nos invités. Nous pensons chez TNP que l'Europe devrait se concentrer sur deux priorités en particulier. La première priorité, qui est la mère de toutes les batailles, c'est l'innovation. Nos entreprises et nos économies n'innovent plus suffisamment. Quand on compare le niveau de l'innovation des États-Unis avec celui de l'Europe, on voit qu'il y a un gap important et préoccupant. Quand les États-Unis investissent 3,5% de leur PIB dans la recherche et développement, l'Europe n'en investit qu'à peine 2%. Cet écart de 1,5 point, cumulé sur un certain nombre d'années, voire de décennies, aboutit à une différence très importante. Le paradoxe de cette situation, c'est que l'Europe dispose d'un vivier de talents et de compétences absolument exceptionnel. Tellement exceptionnel que nous exportons une partie de nos meilleures compétences, de nos meilleurs talents. Je pense par exemple à nos mathématiciens, à nos informaticiens, à nos ingénieurs, précisément vers les États-Unis. L'Europe doit davantage miser et croire en l'intelligence humaine, qui est le seul moyen de trouver des solutions qui nous permettront de répondre aux défis environnementaux et industriels. Je citerai juste deux exemples qui sont particulièrement prometteurs et qui doivent nous rendre optimistes. Tout d'abord, la récente découverte de gisements d'hydrogène blanc, un gaz dont la combustion n'émet aucun carbone, et ensuite, les récentes découvertes autour de la production d'énergie liée à la fusion nucléaire. La deuxième priorité de l'Europe, de notre point de vue, doit être la transformation de ces entreprises. Ceci me permet de faire le lien avec la directive CSRD qui finalement est le début de ce vaste processus de transformation. Nos entreprises sont invitées à transformer leur modèle économique pour passer de façon schématique, sans vouloir être caricatural, d'un modèle de croissance par les volumes à un modèle régénératif. Pour que ce rêve devienne réalité, c'est l'ensemble de nos mentalités qui doivent changer. Consommateurs, clients, producteurs, entreprises, pouvoirs publics, etc. L'économie circulaire dépend d'abord et avant tout de nos comportements. Louer plutôt que posséder ou acheter de façon systématique, faire réparer plutôt que jeter de façon automatique. Dans les années qui viennent, nous savons tous que la location sera de plus en plus intéressante, en particulier parce que produire des biens sera de plus en plus coûteux, notamment pour respecter les nouvelles normes ou les normes à venir en matière de durabilité. Il est un secteur qui montre la voie depuis déjà un certain nombre d'années, c'est l'automobile. En effet, l'automobile ne s'achète plus de façon systématique. De plus en plus de clients, que ce soit des citoyens ou des entreprises, louent leurs véhicules auprès des constructeurs ou d'organismes spécialisés. Nous pouvons parfaitement imaginer la même chose pour des biens d'un usage plus courant, comme par exemple nos téléphones, nos ordinateurs, nos réfrigérateurs, nos machines à laver, etc. L'économie de l'usage est un accélérateur de la transition énergétique. Elle consiste à vendre un service plutôt qu'un produit. Elle consiste à remplacer une logique de volume par une logique de service rendu. En réalité, c'est exactement l'inverse de l'obsolescence programmée. Il est un autre exemple que nous connaissons tous, qui concerne l'une de nos plus belles entreprises françaises. La compagnie manufacturière Michelin ne se contente plus de vendre des pneus à des automobilistes, comme elle l'a fait pendant des années. De plus en plus, elle vend des kilomètres parcourus à des transporteurs. Cette évolution de son business model lui a permis et lui permet chaque année d'économiser des dizaines de milliers de tonnes de matières premières, en particulier grâce au reconditionnement. Enfin, je terminerai par ce dernier point. Il est cependant une difficulté que nous ne devons pas sous-estimer concernant cette économie de l'usage ou économie circulaire, difficulté détaillée d'ailleurs par Benoît Ranini dans son éditorial du Livre blanc. Cette démarche est à la fois longue et complexe. Nos entreprises doivent accepter de gagner moins à court terme pour pouvoir gagner plus et plus longtemps à moyen et à long terme. En réalité, la durabilité nous oblige à remettre le long terme au cœur de toutes nos stratégies, c'est-à-dire à peu près l'inverse de ce que beaucoup de nos entreprises ont fait depuis 40 ans,
en particulier sous la pression des marchés financiers et d'un certain Milton Friedman. Je vous remercie et je vous propose de passer tout de suite à la première table ronde.